Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche, il est 14 h, le rendez-vous des passionnés d'animaux de compagnie. C'est ici que ça se passe sur YouTube, sur la chaîne Toupette, tous les dimanches 14 h. Boum, tu as ta dose d'animaux. Aujourd'hui, on est dans ma pièce reptile et c'est un peu le bordel, mais on s'en fiche parce qu'aujourd'hui, en fait, on va pas rester que ici. On va faire un peu le tour de tout le monde. On va nourrir ensemble des animaux. On va nourrir des animaux que vous voyez pas souvent sur la chaîne. On va nourrir des nouvelles bestioles aussi. Ça va être l'occasion d'en parler, de vous les présenter. Ça va être cool, petit feed tour de 15 minutes où on va se balader, nourrir quelques espèces, discuter autour de cette passion qui nous unit. Donc c'est parti, je parle beaucoup et l'intro va être très rapide parce que ça y est, l'intro est finie, on démarre dans le dur tout de suite. On va démarrer avec des espèces que vous voyez pas souvent sur la chaîne, pas assez, et pourtant en ce moment je suis en train de me mettre à fond dedans. Eh mais tu parles pas des fourmis là? C'est ça, toi tu as raison, on va parler des fourmis, c'est parti. À côté de moi, j'ai un pré-setup, donc c'est pas le setup définitif en fait, qui sont arrivés il y a maintenant, je sais pas, un bon gros mois. C'est une colonie de Camponotus cruentatus, donc qui sont arrivés de chez un pote. J'avais pas encore la fourmilière pour pouvoir bien les accueillir parce que ça s'est fait un peu précipitamment. Mon pote il a déménagé, il pensait les garder, puis finalement il les a pas gardés, donc finalement je les ai récupérés un peu comme ça du jour au lendemain. Donc je les ai, comment dirais-je, installés le mieux possible avec un petit tube comme ça où il y a toute la colonie, c'est assez ouf d'ailleurs. Le petit tube mycologique, j'ai envie de dire, c'est là-dedans qu'on élève la plupart du temps les fourmis. Il y a de l'eau d'un côté, là on peut voir que l'eau elle a commencé à se colorer, qu'elle commence à être vraiment crade, donc il va falloir que je change le tube. Pourtant ça fait que, j'ai envie de dire, un mois qu'elles sont dedans, donc en un mois elles ont bien cradé le tube, donc je vais bientôt changer le tube. Et là il y a une petite aire de chasse qui sont les modules additionnels qu'on avait développés avec Gabriel de Fourmis Bio. Et donc elles ont vraiment commencé à bien squatter et tout. C'est des fourmis qui vont se nourrir essentiellement d'insectes. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une blatte morte là et qu'elles ont totalement creusé et qu'elles ont totalement voilà, dépioté pour se nourrir. Ces fourmis, elles ont la particularité de pouvoir envoyer de l'acide en fait pour se défendre en fait et pour attaquer aussi. Quand elles attaquent des proies, elles envoient de l'acide. Donc on les voit, elles bougent leur abdomen et elles envoient de l'acide. C'est vraiment passionnant de ouf les fourmis. Hein. Vraiment, plus je passe du temps à en observer, à en avoir. J'ai toujours ma colonie de Messor Barbarus qu'on avait installée dans la boîte Toupette aussi et qui vont très bien, qui sont grave développés, qu'on fait des galeries partout et la colonie va super bien, il y a grave de couvains et tout. Donc c'est vraiment ultra intéressant. Je vous avoue que j'ai mis le doigt dedans il y a un petit peu de temps, mais je me suis pas vraiment passionné. Là, ça fait quelques mois que je me suis foutu à fond dedans. Mais où va-t-on quoi? Où va-t-on? La diversité d'espèces, c'est hallucinant qu'on peut élever, les comportements, les trucs, les fourmis, c'est vraiment trop cool. Donc je pense qu'on va vous faire de plus en plus de vidéos fourmis sur Toupette parce que c'est vraiment fou. Là, on va avoir bientôt, on va préparer un énorme setup pour une espèce bien particulière et vous faire vraiment genre le parc d'attractions. Ça va être ouf. Pour des fourmis, vous verrez ça dans quelques semaines, je pense, ça va vous plaire, ça va être cool. Donc Camponotus cruentatus, regardez, il y a des soldats qui sont vraiment magnifiques et tout, c'est vraiment une super belle espèce et c'est cool de les voir se nourrir comme ça. Elles adorent les liquides sucrés et après on les voit, elles se le repassent entre elles, elles se repassent le miel entre elles. C'est vraiment très très intéressant à observer les fourmis, très intéressant. Bon, lui malheureusement je vais pas pouvoir le nourrir, pourquoi? Parce qu'il est 11 h du matin et que c'est un animal nocturne, donc il va vraiment se nourrir que la nuit. Mais je vais quand même vous faire un petit update et vous montrer comment évolue l'Uroplatus sycorae, parce que elle est magnifique. Regardez cette Uroplatus sycorae, on va pas le nourrir, il est en mue. Regardez, on voit en fait qu'elle est comme un petit fantôme, vous voyez, elle est toute pâle, parce qu'en fait on peut déjà voir ici qu'il y a la peau qui se décolle et on peut voir à certains endroits, je pense qu'elle va muer cette nuit, ou même qu'elle a mué déjà partiellement cette nuit. J'ai l'impression que la tête, ça a déjà mué. Ah non, pas encore. Mais je pense qu'elle va muer cette nuit. Elle est vraiment magnifique, je voulais vous la montrer comme elle grandit. Elle vient de chez mon pote Tristan, Vet and Zoo, dédicace. D'ailleurs, Tristan, Cécile, félicitations. Félicitations. Elle grandit à vue d'œil, plus les mois passent, plus les chaleurs augmentent, plus elle va vite descendre dans le sous-sol. Je pense qu'elle va faire encore un mois dans la pièce reptile, dans un mois elle passe dans le sous-sol parce qu'elle a besoin de température fraîche pour cet été. Hop, mais elle est au top du top. Ok, on enchaîne avec le mâle Morelia viridis haru, qui est la pépite de mon groupe de serpents. Il est vraiment magnifique. Normalement, il est nocturne. À la base, ils sont nocturnes, ils se nourrissent la nuit. Mais la plupart des serpents, une fois qu'ils sont en captivité, qu'ils sont habitués, tu peux les nourrir de jour. Il faut juste les réveiller un petit peu. On va le tatillonner un peu avec la proie. Et il va se réveiller en 2 secondes et normalement, il devrait manger. C'est une bête que je nourris pas beaucoup. Je la nourris 2 fois par mois max. Il mange des jeunes rats, donc là en fait j'ai un jeune rat dans la main, donc j'achète des rats congelés, je donne jamais de rongeurs vivants, j'achète des rats congelés, je les décongèle en les laissant dans de l'eau relativement chaude, je dirais entre 35 et 40 degrés même, pendant 15-20 minutes, une demi-heure, ça dépend de la taille de la proie. Une fois qu'elle est bien décongelée, je vérifie qu'elle est très bien décongelée, donc je la touche physiquement pour être sûr qu'elle est bien décongelée, qu'il n'y ait pas des parties qui sont restées congelées et tout, parce que ce serait vraiment très mauvais pour le serpent. Je vais la sécher. Mais t'es pas obligé, tu peux nourrir avec une proie qui n'a pas été séchée. Le problème c'est que sur une bête terrestre, ça risque de coller à la proie, le substrat, donc c'est pas top.
Ça va être très simple, je prends ma proie en fait par le haut, en fait par la peau du dos, hop, et je vais la présenter en fait droite, la tête vers la tête de mon serpent, et normalement il devrait faire une constriction à partir de la tête et l'enfiler dans le bon sens. Si jamais tu la présentes mal, pour le serpent c'est pas très grave, il risque de mal la prendre mais il arrivera à l'ingérer. Le problème c'est s'il s'enroule autour de la pince en même temps, bon bah là ça peut être une galère. Tu arriveras à t'en sortir mais jamais forcer, vaut mieux lâcher sa pince, laisser le serpent se démerder, plutôt que d'essayer d'enlever sa pince et tout en panique, ça c'est sûr. Un peu. Je viens de me faire choper le doigt. En fait, il a pas chopé la proie. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Tiens, mon gars. Voilà. Hop là. Et là, du coup, il est voilà. C'est bon. Tout va bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, j'ai pas pris vraiment, regardez, je me suis fait attraper le doigt, il y a juste 3 dents qui sont rentrées, et on le voit bien, hein, j'ai 3 petits points de sang, hein, comment dirais-je, c'est vraiment, ça a des grandes dents qui sont vraiment très pointues, hein, vraiment, donc si ça te touche la dent de Viridis, ça saigne, c'est sûr. Pourquoi je me suis fait mordre? Pour 2 raisons. Déjà, ma pince, elle est pas très grande, j'avais pas mis mes mains au bout, et en fait, avec Alex, on était proche de lui, je parlais dans sa direction, donc je dégageais de la chaleur avec ma bouche, j'agitais ma main est chaude, la proie est chaude aussi, pour le serpent ça fait beaucoup de confusion en fait. Donc si ça avait été un animal dangereux, entre guillemets, j'aurais fait beaucoup plus attention, j'aurais pris une pince plus longue, je me serais plus écarté, j'aurais pas laissé Alex approcher aussi et tout. Là ce sont des animaux que je côtoie au quotidien, donc j'ai vraiment, je fais attention quand même, hein, parce que la morsure fait pas du bien non plus, mais j'ai pas vraiment de, voilà, il y a pas de danger entre guillemets. Donc le fait de baisser sa garde, bah tu vois, boum, tu te fais attraper. Alors c'est pas grave, y a rien, ça fait pas mal, ça picote un petit peu, mais ça fait pas mal. Et on va passer au suivant, le prochain c'est le boa c'est un bulldozer. Alors, c'est bon, mon doigt est réparé. On va enchaîner avec le boa constrictor. Son nouveau terrain arrive, je vous l'ai dit dans la piste reptile, ça y est, ils sont arrivés en Europe, il va bientôt arriver. Donc il va passer dans un beau terrain, vous allez voir. Ça va être très sympathique, il va y avoir plein de nouveautés, vous allez voir au niveau des terrariums, des trucs que je vais vous montrer et tout, ça va être cool. Le boa, donc pareil, rat très bien décongelé, rat adapté à la taille du boa. Il pourrait manger plus gros, mais je le nourris régulièrement lui. Lui, il mange toutes les semaines, donc il mange des rats comme ça ou un peu plus gros. Même parfois, ça m'est arrivé de lui en donner 2. Ça faisait beaucoup, mais il a digéré sans problème. Donc, tu adaptes la proie, les boas sont des serpents qui sont voués à devenir très gros, donc du coup ils vont manger, tu peux les nourrir quand même pas mal pendant la période de croissance. Tu n'as pas besoin de vraiment limiter, de machin, d'y aller tout doux et tout, je parle pendant la période de croissance. Une fois qu'ils sont adultes, bon, il faut pas les nourrir comme des porcs, sinon ils vont s'empâter, tu vois. Comme ma femelle Morelia viridis Haru que tu connais, qu'on va nourrir derrière. Ce sera peut-être juste un plan de coupe, mais tu vas l'avoir mangé derrière. Mais je vais la nourrir en dernier parce qu'elle est toujours en quarantaine. Donc je nourris mes animaux, je fais tout, et à la fin, avec du matériel différent, je nourris en dernier ma femelle et je repasse pas dans la pièce de la journée. Voilà, c'est le principe de la quarantaine. Ce boa, il mange au taquet. Donc, on va prendre une pince plus grande. Je me suis déjà fait arracher le doigt avec le viridis. On va prendre une pince un petit peu plus grande. Tac, tac. Avec ça, on n'a aucun risque. Hop. Pareil, même délire. On prend la proie par la peau du dos et on va venir la présenter en face. Si tu mets ta pince trop devant, mon ami, si tu mets ta pince trop devant, là, au niveau de la tête, le boa va venir s'enrouler là. Donc, tu le prends par la peau du dos au milieu, tu vois. Par là. Hop. Mais comme cette pince, elle est foireuse, voilà, je vais le prendre comme ça et je vais lui présenter devant. Allez, c'est parti. Bon, j'ai fait durer un peu le plaisir, hein. Vous voyez, j'ai agité un peu de loin pour que le serpent vienne doucement et tout, pour que Alfie puisse nous mettre une petite musique tension qui monte et que vous soyez pris dans la séquence. Mais en vrai, je serais allé lui agiter direct devant la tête, il l'aurait cartonné instantanément. On peut pas vraiment prévoir derrière combien de temps ils vont ingérer, les serpents. Ça dépend des spécimens et c'est pas toujours la même chose. Par exemple, le Morelia viridis, des fois, il va manger tout de suite derrière. Et des fois, il va garder sa constriction 5-10 minutes. Plus vous allez agiter, une fois que la proie est dans la construction, plus vous allez continuer de la secouer comme ça, plus le serpent va continuer de faire une construction et ça va prendre du temps pour l'ingérer parce qu'il va se dire, oh là là, la proie est encore vivante, donc il faut vraiment que je sois sûr qu'elle soit morte pour l'ingérer. Donc normalement, ça peut prendre, je sais pas, peut-être 5 minutes pour qu'il s'y mette, comme ça peut prendre une demi-heure, 1 heure. Dans tous les cas,
Une fois que ton serpent il a fait sa constriction, le mieux c'est de fermer le bac et de le laisser tranquille. Si tu commences à être trop autour et à le regarder à ce moment-là, tu peux l'observer. Mais dans ce cas-là, faut pas trop bouger. Parce que si tu commences à trop bouger, lui, quand il va se défaire de sa constriction et qu'il va commencer à regarder dans quel sens il faut ingérer la proie, si tu bouges autour, il va être distrait. Et souvent, c'est ça qui fait que les serpents ne mangent pas. C'est que vous les nourrissez, qui font la constriction, et parfois surtout les bébés couleuvres, et vous allez être là au-dessus, tout impatient de le voir manger, et lui ça va le faire flipper, donc il va lâcher, il va se barrer. Donc une fois qu'il a fait sa constriction et tout, vous le laissez tranquille, vous l'observez un peu à distance, sans trop bouger, et ça va être un miracle de la nature. Clac, il va avaler ça tout droit, tout droit, dans le bon sens normalement. On va enchaîner sur les poissons. On va se mettre à nourrir des poissons, vous allez voir, ça va être cool. Là, en fait, j'ai un petit couple de guppies qui sont cool. En fait, c'est une sélection spontanée, c'est une mutation spontanée, en fait, qui est née dans mes sélections de guppies en bas. En bas, j'ai un petit bassin avec pas mal de guppies qui sont des tricolores Showa. On avait commencé avec 2 couples, on en a eu des centaines, vous les avez vus évoluer sur la chaîne. Maintenant, ils sont en bas dans le bassin. Et spontanément, parfois, il y en a des albinos qui sortent. Et en fait, bon, d'habitude, ils sont albis, mais classiques. Mais ceux-là sont vraiment très jolis. Donc du coup, je les ai isolés et sélectionnés pour pouvoir les reproduire et essayer de fixer cette souche entre guillemets. Ils sont vraiment très jolis, je vous les montre. C'est la version de ceux d'en bas, mais en albinos, mais avec vraiment de très belles couleurs. Et voilà, donc ils sont isolés dans un petit bac, trentaine de litres, mousse de java pour qu'ils grandissent tranquilles. Et puis en espérant qu'on puisse fixer la souche et sortir de la descendance de ces couleurs parce qu'ils sont vraiment très sympas. Et pourquoi j'ai le sourire? Parce que je suis super content. Je vous explique pourquoi. Quand on est aquariophile et qu'on élève des nouvelles espèces, on est content quand on arrive à les reproduire. Forcément, c'est le challenge un peu de l'aquariophile, c'est de parvenir à reproduire les espèces qu'on apprécie et tout. Ce bac, on l'a monté il n'y a pas très longtemps, on l'a monté il y a 1 mois et demi peut-être, 2 mois max, et vous avez une vidéo là-dessus sur les Sewellia. Et ben j'ai une bonne nouvelle, j'ai plein de bébés. J'ai plein de bébés Sewellia, donc ça c'est vraiment très cool. J'avais cherché des infos et j'avais trouvé pas grand chose. Il y avait des éleveurs, des passionnés qui avaient des reproductions spontanées sans trop comprendre comment ça fonctionnait, pourquoi, comment et tout. En tout cas, c'est pas un poisson qui est vraiment très reproduit en captivité. Et là, en fait, on a plein de bébés. Donc c'est vraiment trop cool. Vous voyez, on a déjà plein de tailles différentes. Donc il laisse sous-entendre qu'il y a déjà eu plusieurs éclosions, entre guillemets. Mais je pense qu'ils font leurs petits vivants, qu'ils font pas des œufs et qu'ils font leurs petits vivants. On voit qu'il y a déjà que tout se passe bien avec les parents, qu'il y a déjà une espèce de communauté sociale qui est en train de se créer parce que les petits n'ont pas l'air du tout dérangés par les parents, ils en ont pas peur, les petits mangent au milieu des parents et tout, donc c'est vraiment cool. Donc on va les nourrir vite fait, on va leur donner des petites pastilles pour pléco avec à l'intérieur des algues, ils aiment bien. On va leur donner aussi des petites pastilles pour poissons de fond classiques et on va donner aussi des petites paillettes pour les Tannictis en surface. Vous pourrez apercevoir des guppies, il y a un trio de guppies qui viennent de chez Estalins, qui sont une mutation qui est apparue chez eux et qu'ils ont bien développée et qui est assez jolie, avec ses petites taches et tout. Donc je les ai mis ici pour être sûr qu'ils ne se croisent pas avec d'autres guppies entre guillemets et que la souche de guppies reste entre elles là-dedans. Mais bon, ça casse un peu mon côté biotope. Mais ils vont passer de toute façon dans des poubellariums cet été les guppies. Encore quelques semaines et ils passeront dehors. J'étais vraiment étonné que les bébés, ils aient pas le look des parents. Je pensais qu'ils auraient ces nageoires comme ça, parfaitement au galet à la naissance, quoi. Et quand on les voit, en fait, ils ont pas du tout la forme des parents pour l'instant. Je vous avoue qu'il y en a déjà pas mal, genre plusieurs dizaines. Donc ça risque d'être impressionnant d'ici quelques mois à la colonie. Je pense que je vais être obligé de rajouter du galet. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait, parce que sinon, ça va vite partir en live. J'ai des petits problèmes dans ce bac, aucun problème de paramètres, aucun problème de rien, franchement, il n'y a pas beaucoup de plantes, elles se développent tranquilles. J'ai mis une petite Apogenitum madasteriensis qui est une des, pour moi, des plus belles plantes aquatiques, qui est la Monstera obliqua des plantes aquatiques, qui est vraiment très belle, sous forme de bulbe et qui commence à se développer. Le problème que j'ai, c'est les escargots. En fait, j'ai mis une belle diversité d'escargots dans ce bac, j'ai des clitons. D'ailleurs, là, il y a des clitons qui sont en train, je pense, de bien s'entendre. J'ai des planorbes aussi qui vont bien, des petits planorbes roses et tout. J'ai rajouté aussi un peu de crevettes, des red cherry jaunes. Mais j'ai quand même pas mal de petits planorbes, l'autre d'une autre espèce de planorbe, mais de mélanoïdes qui commencent à se développer dans des. Je pense que d'ici quelques mois, ça va être problématique. Donc il va falloir que je commence à récolter mes escargots
Comment je récolte les escargots? De façon très simple, je mets une lame de carotte, je découpe une grosse lamelle de carotte, je la mets dans le fond du bac, les escargots viennent manger la carotte, j'enlève ma lamelle, je prends les escargots que je veux garder et je vire les autres. Voilà. Bienvenue! Bienvenue au royaume des algues, bienvenue là où l'algue a une place prioritaire dans le domaine. On est chez Homer, notre Homer il va trop bien. Bon, je vous avoue que les premières semaines il était très timide, maintenant la timidité c'est un sentiment qu'il n'exprime plus du tout. Il ne le ressent plus non plus je pense, il est très agressif, c'est-à-dire que dès qu'on s'approche, il vient voir, il a une dalle monstre, il mange des sardines de cette taille-là plusieurs fois par semaine et franchement il les mange, je veux dire il les gobe comme des petits pains. Donc c'est un animal qui est vraiment cool à observer, je regrette pas du tout de l'avoir sorti du supermarché. Son bac est blindé d'algues, on a fait les vitres là, il y avait quand même pas mal de vitres sur les algues et tout, donc son bac a vraiment plusieurs types d'algues, mais je trouve que ouais, ça va avec, hein, ça fait mer canadienne entre guillemets. Donc on va lui, ça fait biotope exactement. Donc on va le nourrir, tiens tu veux manger mon pépère? Eh tu le veux celui-là ou pas? Ouais je pense que tu vas le kiffer. On va le nourrir, vous allez voir, c'est impressionnant et pareil, ça il les dégomme, C'est des sardines que j'achète congelées tout simplement. Viens voir mon gars. Ah il l'a eu, ah l'enfoiré il l'a eu. Tiens. Alors moi les amis, le plus gros projet aquariophile jamais réalisé dans ma vie, c'est un truc de fou, 2200 litres, c'est une dinguerie. Vous pouvez voir que le bac il est fracturé de part en part, l'aquarium était-il plein quand ça a fracturé? Oui. Avons-nous des images de tout? Oui. Est-ce que je suis en collab avec Gabaqua sur ce projet? Oui. Vous allez voir c'est fou, franchement on a tout filmé du début à la fin et là d'ici 2 semaines il est en eau, en scape et il y aura les poissons dedans très vite. Toutes les matières filtrantes sont cyclées, enfin voilà, vous allez voir bientôt ça très vite, ça devrait vous plaire. Un petit bac que vous connaissez pas, c'est là qu'on stocke nos plantes en fait, tout con. C'est une petite cuve de 250 litres dans laquelle j'ai une petite LED vraiment de faible consommation, j'ai envie de dire. Et je stocke mes plantes en attendant mes tutos, mes trucs et tout. J'ai pas mal de trucs. Et j'ai mis une température assez basse, 22. Pourquoi? Car c'est là que vit mon axolote. Regardez comme il est bien là-dedans. Il vit là-dedans, au milieu des plantes, il se balade et tout. Il se balade, je sais pas où il est là, mais je vais vous faire des petits plans. Et bah écoutez, il va bien, il vit sa petite vie d'axolote. Il mange ses petits vers, il mange ses petits granulés. Il a de quoi se planquer, franchement, il est vraiment au top, quoi. Et puis, ce qui crée comme pollution, on va fertiliser un peu les plantes et tout. Ce bac a vraiment une des vertus de stockage, il n'y a aucune volonté que ce soit joli ou quoi, c'est vraiment pour stocker les plantes. Mais ça plaît bien à l'axolote, donc je pense que je vais lui mettre un peu bientôt. Et puis cet été, il va être bien, ici on est au garage, il fait frais, on ne dépasse pas les 21, 22 max cet été, donc il va être bien ici, il va être bien. Et bah là, c'est le petit bassin d'intérieur qu'on a fait ensemble, hein, sur Toupette. Franchement, il va super bien, les plantes se développent super bien et tout. J'ai eu des petits problèmes de pucerons cet hiver, bizarrement, je pense que les pucerons, ils ont trouvé un petit refuge ici, ils étaient bien. Donc j'ai eu un petit problème, mais là c'est quand même en voie d'aller mieux. Mais ils m'ont quand même bien dérouillé quelques petites plantes. Hein. Bon, là-dedans j'ai mes petits guppies, donc ce qu'on parlait là-haut, la petite sélection. J'ai un peu de platy, j'ai un peu de xipho. Et j'ai aussi un groupe de Corydoras, des Schwarzy énormes. Ils sont vraiment balèzes, il y en a une dizaine, une douzaine. Donc je vais essayer de vous les filmer. Tout le monde vit en bonne entente. Il y a 225 litres ou 250 litres, je crois, de mémoire. Il n'y a pas beaucoup de hauteur, mais il y a une grosse surface qui fait que voilà, ça laisse de la place aux poissons et tout. Moi j'adore ces petits bassins d'intérieur. Alors après bon, ça a des petits inconvénients, c'est sûr, tu vois, et ça consomme un peu plus d'électricité parce que comme c'est pas couvert, bah, il faut chauffer plus, tu vois, pour avoir la bonne température. Il y a pas mal d'évaporation, mais c'est vraiment cool et c'est vraiment adapté aux poissons et pour faire de l'aquariophilie, c'est cool et voir les poissons par le haut, ça change. Voilà, donc je nourris, alors eux, je les nourris vraiment pas mal, hein, genre dès que je passe devant le bac, je nourris, donc ils peuvent être nourris 3, 4, 5, 6 fois par jour. Tant qu'on donne des quantités qui vont être consommées dans les 3, 4, 5 minutes par les poissons, on peut nourrir à gogo. Il faut juste que ce soit de petites quantités et qu'ils soient vraiment tout de suite consommés par les poissons. Les nourrices, passez pas de 1 nourrissage par jour à 60 nourrissages par jour. Mais si vous êtes chez vous, que vous êtes en télétravail, vous passez du temps chez vous, vous pouvez nourrir vos poissons 4-5 fois par jour sans problème. Mais vous divisez la bouffe. Si vous avez l'habitude de les nourrir une fois, bah vous divisez cette ration en 5 et vous le donnez 5 fois. Là-dessus, on a un bac sympa, mais qui a eu des petits problèmes de cyanose. C'est pour ça qu'il est éteint là, parce que je suis en train de tester de réduire la lumière. Donc il s'allume un petit peu plus tard que les autres et c'était un peu plus tôt.
La cyanobactérie en eau douce, c'est vraiment une tannée, hein. C'est pas comme en eau de mer où ça va, ça vient. En eau douce, j'ai l'impression vraiment qu'une fois qu'elle est là, faut vraiment la combattre pour qu'elle dégage et c'est plus compliqué. Donc j'ai viré les plantes parce que j'avais fait un joli petit scape au milieu de ce bac et tout, et là j'ai viré les plantes pour combattre la cyano. Pour l'instant, j'ai l'impression que j'arrive à la contenir et que j'ai plus d'expansion énorme d'explosion. Comment je fais? Bon bah je siphonne, hein, comme tout le monde. J'essaye d'équilibrer mes paramètres, hein, donc d'avoir un taux de nitrate et de phosphate relativement cohérent. Je fais des changements d'eau, mais pas trop non plus en ce moment, parce que les changements d'eau vont parfois avoir tendance à la booster cette cyano. Donc c'est un peu galère, mais je me bats. Et là je crois que je vais essayer un produit, parce qu'on m'a dit du bien d'un produit, donc je vais essayer un produit dessus. On verra ce que ça donne. Je sais que le produit va me tuer mes bactéries du bac, mais c'est pas grave parce que j'ai beaucoup de matière biologique d'avance qui est mature. Donc je vais pouvoir traiter le bac entre guillemets et après remplacer les matières filtrantes par d'autres qui seront déjà ensemencées. Par contre, dans la population va super bien, les cyanos attaquent pas du tout les poissons, hein, donc là-dessus il n'y a aucun problème. La population va bien, j'ai pas mal de petits tétras. J'ai un groupe d'Apistogramma macmasteri, j'ai un mâle et 3 femelles, un petit harem, ça se passe super bien. Et j'ai des petits loricaridés qui sont venus, j'ai des petits L134 magnifiques, Pecoltia conta, et des petits Hypancitrus zebra. Eh oui, je suis retombé un peu. Il y en a 3 des zébras là-dedans, des bébés qui grandissent tranquilles et tout le monde vit en bonne harmonie. La cuve a un volume adapté pour tout le monde, il y a une bonne filtration en bas, ça mange pareil, je nourris plusieurs fois par jour et ça mange comme des cinglés. Donc que ce soit à la surface pour les tétras ou les platis ou dans le fond pour les poissons de fond, il n'y a pas de souci. Sachant que je donne pas mal en ce moment de petits granulés pour poissons japonais Ikari, ils tombent tout de suite et les poissons en raffolent. Même les tétras viennent les cartonner et tout, ils en raffolent. Donc ça, je nourris pas mal. Regardez, les tétras, ils les adorent, ils sont trop gros pour eux, mais ils viennent les manger, donc ils sont vraiment très appétants. Petits granulés, ce n'est pas un placement de produit, hein, mais j'adore Ikari, vous le savez, Ikari dans mon cœur. Voilà. Regardez, on dirait pas un petit chariot d'infirmière, ça, pour nourrir tous mes petits poissons? C'est trop pratique, ce truc. Les amis, j'espère que cette petite vidéo nourrissage et ce petit tour de tout le monde, ça vous a plu. Vous vous plaignez souvent de ne pas voir les animaux régulièrement et pas voir l'évolution. Donc là, ça vous permet de faire des petites vidéos update. Si cette vidéo t'a plu, petit pouce bleu et je te remercie de l'avoir regardé, d'être arrivé jusque là, ça me fait plaisir. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. C'est la manière, tu sais, dans la rue, quand il y a un mec qui joue de la gratte et que t'as bien aimé, tu sors une pièce et tu lui donnes. Bah, le youtubeur, tu vois, t'as pas besoin de sortir une pièce, tu mets un petit pouce bleu. Et hop, c'est la même, tu vois. Donc merci énormément, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer la vidéo du 2200 litres. Ça va être fou, vous allez voir le plus gros projet ever, 2200 litres. 2200 litres. Skippé en biotope pour les crénicycles là. Magnifique. Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça, la vidéo de la volière géante aussi, c'est un projet qui arrive là, on construit dans 2 semaines, donc vous allez avoir aussi très bientôt. Donc on se retrouve très vite les amis, merci énormément. Cette semaine, le bisou va être rapide, attention, faites gaffe, j'espère qu'il va pas vous faire mal, c'est un bisou lance-pierre.